Dès les premières heures de la journée, une tension presque imperceptible semblait flotter dans l'air de l'Institut Auguste Armand, comme si les murs eux-mêmes pressentaient qu'un basculement était en train de s'opérer. Rien n'était encore visible, rien n'était encore prononcé, mais au fond de lui, Lionel Lano avançait déjà sur une ligne fragile, tiraillé entre ce qu'il avait toujours cru être et ce que la réalité était en train de lui imposer. Depuis plusieurs jours, les refus s'accumulaient, froids, mécaniques, impersonnels. Les restaurants végétariens auxquels il avait postulé ne donnaient aucune réponse, ou pire, des réponses négatives qui semblaient s'enchaîner sans logique, comme si son parcours ne valait plus rien dès qu'il sortait du cadre de l'institut. Chaque mail reçu devenait une gifle silencieuse, chaque silence une confirmation de plus qu'il n'avait pas sa place là où il pensait pouvoir exister. Dans cet espace de doute, les mots d'Olivia Listrac résonnaient encore en lui, insistants, presque obsédants. Elle avait voulu le guider, lui ouvrir une voie différente, lui transmettre une vision engagée de la cuisine. Mais désormais, dans l'esprit de Lionel, ses convictions semblaient se transformer en chaînes invisibles, des principes qui, au lieu de le porter, l'empêchaient d'avancer. Pendant ce temps, la pression extérieure ne cessait de grandir. Chez lui, la situation était devenue intenable, lourde d'une responsabilité qu'il n'avait jamais réellement choisie mais qu'il assumait malgré tout. Son père, fragile, sans emploi, dépendait en partie de lui, et avec Zoé Lano, il tentait de maintenir un équilibre précaire, fait de sacrifices constants et de renoncements silencieux. Cette réalité, brutale, concrète, n'avait rien à voir avec les idéaux qu'on lui avait appris à défendre. C'est dans cet état de tension intérieure qu'il continua à cuisiner, presque par réflexe, comme si les gestes pouvaient encore lui offrir une forme de stabilité. Il retravailla un plat, cherchant une texture nouvelle, une intensité différente, quelque chose qui pourrait convaincre, séduire, prouver qu'il n'était pas encore perdu. Lorsque Rose Latour goûta sa préparation, son regard resta mesuré, trop mesuré. Elle reconnut le travail, la technique, mais ne trouva rien de nouveau, rien qui puisse réellement le distinguer de ce qu'il avait déjà proposé des mois auparavant. Ses paroles n'étaient pas dures, mais elles étaient définitives, et dans l'esprit de Lionel, elles prenaient une ampleur disproportionnée. Il ne s'agissait plus seulement d'un avis culinaire, mais d'un jugement global sur sa capacité à avancer. À ce moment-là, quelque chose commença à se fissurer en lui. Il n'y avait pas encore de colère, pas encore de rupture visible, mais une fatigue profonde, une lassitude face à un système qui semblait lui demander toujours plus sans jamais lui offrir de véritables perspectives. Il confia à demi-mot qu'il n'avait rien obtenu, qu'il n'avait aucune opportunité concrète, et que malgré ses efforts, il restait bloqué. C'est alors que surgit une présence radicalement différente, presque dérangeante dans sa manière d'occuper l'espace, Christian Peignac. Dès son arrivée à l'Institut, il imposa un rythme, une énergie, une vision qui ne laissait personne indifférent. Là où d'autres enseignants cherchaient à transmettre, lui semblait vouloir provoquer, secouer, bousculer les certitudes. Lorsqu'il goûta le plat de Lionel, son regard ne s'attarda pas sur les mêmes détails que Rose. Il ne parla pas de répétition, ni de manque d'évolution. Il parla de goût, de plaisir, de potentiel brut. Il reconnut immédiatement quelque chose que les autres semblaient ignorer, ou peut-être refuser de voir. Mais derrière ce compliment apparent, une autre idée se glissa, subtile, presque insidieuse. Il évoqua l'absence de protéines, comme une évidence, comme un manque fondamental qui empêchait le plat d'atteindre son plein potentiel. Ce n'était pas une critique frontale, mais une suggestion suffisamment précise pour semer le doute. Lionel, déjà fragilisé, ne pouvait pas ignorer cette remarque. Elle venait toucher exactement là où ses convictions entraient en conflit avec la réalité du marché. Dans ce moment suspendu, Peignac alla plus loin. Il ne se contenta pas d'un simple échange technique. Il s'attaqua directement à la perception que Lionel avait de lui-même, lui demandant pourquoi il accordait autant d'importance à la vie des autres, pourquoi il doutait de sa propre valeur. Ces mots étaient calculés, presque chirurgicaux, visant à isoler Lionel de ses repères habituels. Ce n'était pas seulement un discours de chef exigeant, c'était une tentative de reconfiguration intérieure. Il lui proposa de venir à son cours, de découvrir une autre approche, une autre manière de concevoir la cuisine. Une proposition simple en apparence, mais qui portait en elle une rupture potentielle avec tout ce que Lionel avait défendu jusqu'ici. Dans le même temps, à quelques mètres de là, la vie continuait, presque insouciante, pour d'autres élèves. Lou Novak, de retour d'un week-end apaisant, retrouvait Joséphine Garnier avec une tendresse qui contrastait avec la tension vécue par Lionel. Leur relation, fragile mais sincère, se reconstruisait doucement, malgré la maladie légère qui affaiblissait Joséphine. Lou, attentif, anticipait chaque détail, chaque besoin, transformant une simple journée en moment de complicité.
Il adaptait ses plans, renonçait à ses idées initiales pour préserver le bien-être de celle qu'il aimait, prouvant que parfois, la force réside dans la capacité à ralentir plutôt qu'à avancer coûte que coûte. Mais pour Lionel, ce luxe n'existait pas. Il ne pouvait pas ralentir, il ne pouvait pas attendre. Chaque jour sans solution était une pression supplémentaire, une dette morale envers sa famille, une preuve de plus qu'il devait faire un choix. Et ce choix, sans qu'il s'en rende encore pleinement compte, était déjà en train de se dessiner. À mesure que la journée avançait, une forme de glissement imperceptible s'installait dans l'esprit de Lionel Lano, comme si chaque événement venait fragiliser un peu plus les fondations sur lesquelles il avait construit ses certitudes. Rien n'explosait encore, rien ne semblait irréversible, mais au fond de lui, un déséquilibre s'accentuait, nourri par une accumulation de frustration qu'il ne parvenait plus à contenir. Le cours de Christian Peignac débuta dans une atmosphère particulière, presque électrique. Dès les premières minutes, il imposa son univers, sans détour, sans concession, avec une assurance qui contrastait violemment avec les doutes de Lionel. Le module était entièrement consacré à la viande, abordé comme une matière noble, exigeante, vivante presque, et chaque geste, chaque explication semblait porter en lui une forme de vérité brute que personne n'osait remettre en question. Lorsque Lionel entra en retard, son arrivée ne passa pas inaperçue. Les regards se tournèrent vers lui, certains curieux, d'autres déjà teintés de jugement. Pourtant, Peignac ne le rejeta pas. Au contraire, il l'intégra immédiatement, comme s'il attendait ce moment. Et très vite, Lionel trouva ses repères, ses gestes redevenant précis, instinctifs, presque naturels malgré le contexte qui contredisait tout ce qu'il défendait. Cette contradiction ne passa pas inaperçue. Peignac, avec ce mélange de provocation et d'admiration, souligna son talent avec une pointe d'ironie, rappelant qu'il était étonnant de voir un mangeur de graines évoluer avec autant d'aisance dans un univers qu'il rejetait. Mais derrière cette phrase, il y avait une reconnaissance réelle, presque valorisante, qui touchait Lionel bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, dans un autre espace de l'Institut, une tension différente prenait forme. Bianca Roma, fatiguée d'un comportement qu'elle ne comprenait plus, décida de mettre les choses au clair avec Ismaël. Ce qui n'était au départ qu'une attention bienveillante s'était transformé en une présence étouffante, presque intrusive, qui la mettait mal à l'aise. Elle choisit ses mots avec précision, cherchant à ne pas blesser inutilement, mais refusant de continuer à subir cette proximité imposée. Elle rappela à Ismaël la nature de leur relation, une amitié simple, sans ambiguïté, et lui demanda de respecter cette limite. Ce moment, loin d'être anodin, révélait à quel point les liens humains pouvaient se déséquilibrer lorsque les attentes n'étaient pas partagées. Ismaël, touché, ne chercha pas à se défendre immédiatement. Il reconnut, au moins en partie, qu'il avait dépassé une frontière, tiraillé entre son envie de réparer des erreurs passées et son besoin de rester présent dans la vie de Bianca. Cette prise de conscience, douloureuse, marquait une étape importante, mais laissait aussi derrière elle un malaise difficile à dissiper. À ce moment-là, les trajectoires semblaient se croiser sans jamais vraiment se rencontrer. D'un côté, Lionel s'enfonçait dans une remise en question identitaire, attiré par une voix qui contredisait ses valeurs. De l'autre, Bianca et Ismaël tentaient de redéfinir leur relation, confrontés à leurs propres limites. Dans le même temps, Emmanuel Tessier observait, analysait, décidait. Fidèle à lui-même, il ne s'attardait pas sur les états d'âme, mais sur l'efficacité, sur le potentiel. Lorsque Peignac formula clairement sa demande de voir Lionel devenir son assistant pour le module, la réponse de Tessier fut rapide, presque instinctive. Il accepta. Cette décision, en apparence logique, venait pourtant acter un tournant majeur. Elle validait l'entrée de Lionel dans un univers qui n'était pas le sien, ou du moins qu'il avait toujours refusé. Elle lui offrait une opportunité concrète, tangible, mais au prix d'un compromis profond, presque existentiel. Lionel, de son côté, ne mesurait pas encore pleinement l'impact de cette validation. Il percevait l'opportunité, bien sûr, mais sans encore en saisir toutes les conséquences. Il avançait, porté par une urgence qui ne lui laissait pas le temps de réfléchir réellement. C'est dans cet état de confusion intérieure qu'il retrouva Olivia Listrac. Leur échange, au départ calme, bascula rapidement dans une confrontation plus profonde, plus personnelle. Olivia tenta de le ramener à ce qu'il était, à ce qu'il défendait, lui rappelant que le module de Peignac était en contradiction totale avec ses convictions. Mais pour Lionel, ces mots n'avaient plus le même poids. Ce qui auparavant constituait une boussole devenait désormais un obstacle. Il parla d'argent, de réalité, de responsabilité. Il évoqua sa sœur, les frais, les difficultés, tout ce qui rendait ses idéaux presque impossibles à maintenir. Dans sa voix, il n'y avait pas encore de haine,
mais une fatigue mêlée d'amertume, une lassitude face à un discours qu'il percevait désormais comme déconnecté de sa situation. Olivia, de son côté, ressentit ce changement comme une trahison silencieuse. Elle ne répondit pas immédiatement, mais son regard trahissait une inquiétude profonde, celle de voir un élève en qui elle croyait s'éloigner de tout ce qu'il représentait. Le dialogue se tendit, les mots devinrent plus durs, plus directs. Lionel, emporté par son propre désarroi, alla plus loin qu'il ne l'aurait imaginé. Il remit en cause l'influence d'Olivia sur lui, suggérant que ses idées l'avaient mené dans une impasse, qu'elles étaient en partie responsables de sa situation actuelle. Ce moment marqua une rupture. Il ne s'agissait plus d'un simple désaccord, mais d'un rejet, presque violent, de tout ce qu'Olivia avait tenté de lui transmettre. Et dans cette rupture, Lionel franchissait une ligne invisible, celle qui séparait encore le doute de la transformation. Pendant ce temps, ailleurs, Lou Novak continuait de veiller sur Joséphine Garnier avec une attention presque instinctive. La maladie, bien que bénigne, avait affaibli Joséphine, et Lou refusait de la laisser affronter cela seule. Il multipliait les gestes simples, les attentions discrètes, transformant chaque instant en preuve d'un attachement sincère. Il n'y avait pas de grands discours, pas de promesses spectaculaires, seulement une présence constante, rassurante, qui contrastait profondément avec la tension grandissante autour de Lionel. Là où certains se perdaient dans leurs conflits intérieurs, Lou trouvait dans la simplicité du lien une forme d'équilibre. Mais pour Lionel, cet équilibre semblait désormais hors de portée. Il avançait, pas à pas, vers un point de non-retour. Et sans encore le savoir, il s'apprêtait à poser un acte qui rendrait toute marche arrière presque impossible. C'est alors que tout bascule réellement, sans retour possible, sans nuance, dans un instant qui, en apparence, pourrait sembler anodin mais qui, en réalité, scelle une rupture profonde dans le parcours de Lionel Lano. Jusque-là, il oscillait encore entre deux mondes, entre deux visions, entre deux identités. Mais à cet instant précis, il choisit, ou peut-être cesse simplement de résister. La scène se déroule presque simplement, sans mise en scène spectaculaire, sans éclat particulier. Pourtant, tout y est chargé de tension, de non-dits, de regards qui en disent plus long que les mots. Face à Olivia Listrac, Lionel ne cherche plus à argumenter, ni à convaincre. Il semble fatigué de se justifier, épuisé de devoir expliquer un chemin qu'il ne comprend plus lui-même. Dans ses gestes, une forme de détermination nouvelle apparaît, froide, presque brutale. Il prend la brochette, sans hésitation visible, sans tremblement apparent. Ce geste, simple en apparence, devient un symbole, un acte chargé de sens, une déclaration silencieuse qui dépasse de loin la simple action de manger. Lorsqu'il croque dans la viande, le temps semble suspendu. Ce n'est pas seulement une transgression alimentaire. C'est l'abandon d'un engagement, le rejet d'une partie de lui-même, la destruction volontaire d'un cadre qu'il avait structuré. Dans ce moment précis, Lionel ne cherche pas le goût, ni même le plaisir. Il cherche à prouver quelque chose, à lui-même autant qu'à Olivia. Son regard ne fuit pas. Il reste fixé, presque défiant, comme s'il voulait forcer Olivia à comprendre, ou peut-être à accepter ce qu'il est en train de devenir. Mais derrière cette apparente assurance, une tension sourde persiste, une faille qui ne disparaît pas malgré l'acte posé. Pour Olivia Listrac, le choc est immédiat, profond, silencieux. Elle ne réagit pas de manière excessive, ne laisse pas éclater une colère visible. Mais dans ses yeux, quelque chose se brise. Elle comprend que ce qu'elle voit n'est pas une simple erreur, ni une crise passagère, mais un basculement réel. Elle ne reconnaît plus l'élève qu'elle avait accompagné, celui qui défendait une cuisine engagée, qui cherchait du sens dans chaque choix. À la place, elle voit un jeune homme prêt à renier ses convictions pour survivre, pour avancer, pour exister dans un monde qui ne lui laisse aucune place. Ce n'est pas seulement une déception professionnelle, c'est une blessure personnelle. Dans le silence qui suit, les mots de Lionel tombent, durs, presque irréversibles. Il accuse, sans détour, les idées d'Olivia de l'avoir conduit dans une impasse. Il évoque ses difficultés financières, sa famille, les sacrifices qu'il doit faire. Chaque phrase est comme une tentative de justification, mais aussi une attaque, consciente ou non, contre celle qui avait cru en lui. Il affirme qu'elle ne sait pas qui il est vraiment. Cette phrase, plus que toutes les autres, marque une fracture définitive. Elle efface tout ce qui a été construit entre eux, toutes les heures passées à apprendre, à échanger, à se comprendre. Elle réduit leur relation à une incompréhension totale, à une distance devenue infranchissable. Olivia ne répond pas immédiatement. Elle encaisse. Dans son silence, il y a une douleur contenue, une lucidité aussi. Elle comprend que Lionel ne parle pas seulement d'elle, mais de lui-même, de ce qu'il ne parvient plus à concilier.
Elle pourrait répondre, argumenter, tenter de le ramener à elle, mais elle choisit de ne pas le faire. Peut-être parce qu'elle sait que ce combat-là ne peut pas être gagné par des mots. Pendant ce temps, Christian Peignac observe, analyse, sans intervenir directement. Il n'a pas besoin d'être présent dans la scène pour en influencer chaque détail. Son discours, ses remarques, sa vision ont déjà fait leur chemin dans l'esprit de Lionel. Il a planté une idée, et cette idée est en train de produire ses effets. Pour Peignac, ce moment est presque une validation. Il voit en Lionel un potentiel brut, une capacité à s'adapter, à évoluer, même au prix de renoncements importants. Là où d'autres verraient une trahison, lui perçoit une transformation, une preuve que Lionel peut devenir ce qu'il attend de lui. Dans un autre espace de l'Institut, Emmanuel Tessier continue de gérer les enjeux avec son pragmatisme habituel. Il ne s'attarde pas sur les implications morales ou personnelles. Pour lui, la décision est prise, Lionel est désormais l'assistant de Peignac. Cette nomination, loin d'être anodine, vient officialiser le changement en cours. Elle donne à Lionel une place, une fonction, une reconnaissance immédiate qu'il n'avait pas obtenue ailleurs. Mais elle renforce aussi son engagement dans une direction qu'il n'a pas encore pleinement intégrée. À cet instant, Lionel se retrouve pris dans un engrenage. Ce qui n'était qu'une option devient une réalité. Ce qui n'était qu'un doute devient un choix. Et ce choix, une fois acté, commence à redéfinir son identité. Dans le même temps, Bianca Roma observe à distance les changements autour d'elle, tout en continuant à gérer ses propres tensions. Sa discussion avec Ismaël a laissé une trace, une distance nouvelle qui modifie leur dynamique. Elle ne regrette pas d'avoir posé des limites, mais elle ressent malgré tout une forme de tristesse face à ce déséquilibre. Ismaël, de son côté, tente de comprendre, de s'ajuster, mais le malaise persiste. Il réalise que vouloir trop bien faire peut parfois produire l'effet inverse, et que certaines blessures ne se réparent pas par une présence constante. À l'opposé de ces tensions, Lou Novak et Joséphine Garnier continuent de vivre leur bulle, fragile mais sincère. La maladie de Joséphine, bien que légère, crée une proximité particulière, une forme d'intimité qui renforce leur lien. Lou, fidèle à lui-même, privilégie le présent, le concret, le simple. Il n'essaie pas de contrôler, ni de transformer. Il accompagne, il soutient, il adapte. Et dans cette attitude, il incarne une forme de stabilité que Lionel semble avoir perdue. Mais cette stabilité, Lionel ne peut plus y accéder. Il est désormais engagé dans une trajectoire différente, plus dure, plus incertaine, où chaque choix implique une perte autant qu'un gain. Et dans ce mouvement irréversible, il commence à comprendre que le prix à payer sera bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Dans le sillage de cet instant irréversible, une nouvelle dynamique s'installe à l'Institut, presque imperceptible pour certains, mais profondément bouleversante pour ceux qui en perçoivent les enjeux. Lionel Lano ne revient pas en arrière, il ne cherche même plus à justifier ce qu'il a fait. Au contraire, il avance, comme porté par une énergie nouvelle, mais aussi par une forme de fuite en avant qui l'empêche de regarder derrière lui. À ce moment-là, Christian Peignac décide de franchir une étape supplémentaire. Il ne se contente plus d'influencer Lionel à distance, il l'intègre pleinement dans son univers. Lorsqu'il évoque son projet de restaurant, ce n'est pas une simple idée lancée en l'air, mais une projection concrète, presque imminente, qui donne à Lionel une perspective tangible, une sortie possible à l'impasse dans laquelle il se trouvait. Il lui propose de devenir son second. Cette proposition, en apparence flatteuse, agit comme un catalyseur. Elle offre à Lionel ce qu'il n'a pas obtenu ailleurs, une reconnaissance directe, une opportunité claire, une place définie dans un futur concret. Mais derrière cette promesse, il y a aussi une condition implicite, une adaptation nécessaire, une acceptation du cadre imposé par Peignac. Lionel ne répond pas immédiatement. Il évoque encore, presque mécaniquement, le fait qu'il est végétarien, comme un dernier réflexe, une tentative de maintenir un lien avec ce qu'il était. Mais ces mots manquent de conviction. Ils ne portent plus le poids qu'ils avaient auparavant. Ils ressemblent davantage à une habitude qu'à une véritable position. Peignac, lui, ne contredit pas frontalement. Il contourne. Il parle d'opportunités, de réalité du métier, de marché. Il insiste sur le fait que les possibilités dans le domaine végétarien sont limitées, que le monde de la gastronomie impose ses règles, ses exigences. Il ne force pas Lionel, il l'oriente, il lui montre un chemin qui semble logique, presque inévitable. Dans l'esprit de Lionel, ce discours trouve un écho immédiat. Tout ce qu'il a vécu ces derniers jours, les refus, les doutes, les pressions familiales, vient renforcer la crédibilité de cette vision. Il ne s'agit plus de trahir ses convictions,
mais de s'adapter pour survivre, de faire un choix pragmatique dans un monde qui ne laisse pas de place aux idéaux. Pendant ce temps, un autre moment clé se joue, plus discret mais tout aussi révélateur. Lors du pot de bienvenue organisé pour l'arrivée de Peignac, les regards se croisent, les impressions se forment, et les tensions sous-jacentes commencent à émerger. Olivia Listrac rencontre enfin Peignac. Dès les premiers échanges, une opposition nette apparaît. Peignac, fidèle à lui-même, ne cherche pas à arrondir les angles. Il adopte une attitude tranchante, presque provocante, face à Olivia. Il ne cache pas son scepticisme, ni son désintérêt pour une cuisine qu'il considère comme restrictive. Ses mots, même lorsqu'ils sont polis, portent une forme de mépris à peine voilée. Olivia, de son côté, reste digne, maîtrisée, mais elle ne peut ignorer l'agressivité latente dans cette rencontre. Elle comprend immédiatement que Peignac ne représente pas seulement une vision différente, mais une menace directe pour tout ce qu'elle défend au sein de l'Institut. Dans ce face-à-face, Lionel n'est pas présent physiquement, mais il est au centre de l'enjeu. Il devient, sans le vouloir, le terrain d'affrontement entre deux visions de la cuisine, deux manières de concevoir le métier, deux philosophies presque incompatibles. Et dans cette confrontation, son positionnement prend une importance capitale. Plus tard, Peignac formalise sa demande auprès de Emmanuel Tessier. Il veut Lionel comme assistant sur l'ensemble de son module. La réponse est immédiate. Tessier accepte, sans hésitation, confirmant ainsi que Lionel est désormais pleinement intégré dans le dispositif de Peignac. Cette validation institutionnelle renforce encore la légitimité du choix qui s'impose à lui. Mais cette reconnaissance a un prix. Elle l'éloigne encore davantage d'Olivia, de ses enseignements, de tout ce qui avait façonné sa vision initiale. Elle crée une distance presque irréversible, une fracture qui ne pourra pas être réparée facilement. Dans le même temps, Ismaël, encore marqué par sa discussion avec Bianca Roma, tente de faire le point. Il reconnaît qu'il a été trop présent, trop insistant, mais il ne parvient pas à dissiper complètement le sentiment de culpabilité qui l'habite. Il confie à Léonard Seba qu'il se sent partagé entre son envie d'aider et la peur de mal faire. Cette dualité le fragilise, le rend hésitant, moins sûr de lui, comme s'il devait réapprendre à se positionner dans ses relations. Bianca, de son côté, maintient sa position. Elle ne revient pas sur ses mots, mais elle n'en tire aucune satisfaction. Elle ressent une forme de tristesse face à cette distance nouvelle, consciente que certaines relations ne peuvent évoluer sans passer par des moments de rupture. À l'opposé de ces tensions, Lou Novak continue de se consacrer à Joséphine Garnier avec une attention constante. La maladie de Joséphine, bien que bénigne, devient un prétexte à une proximité renforcée, à des gestes simples mais significatifs. Lou ne cherche pas à impressionner, ni à prouver quoi que ce soit. Il agit avec une sincérité désarmante, prêt à sacrifier son confort, à s'exposer lui-même à la maladie, simplement pour ne pas laisser Joséphine seule. Cette attitude, presque instinctive, contraste profondément avec les choix plus calculés de Lionel. Car Lionel, lui, ne peut plus revenir à cette simplicité. Il est désormais engagé dans une logique où chaque décision est pesée en fonction de ses conséquences, de ses bénéfices, de ses coûts. Il avance dans un monde où les émotions doivent parfois être mises de côté pour laisser place à une forme de rationalité froide. Et pourtant, malgré cette apparente lucidité, une question persiste, silencieuse, enfouie. Jusqu'où est-il prêt à aller pour réussir? Dans ce moment de transition, Lionel se trouve à la croisée des chemins. Il a une opportunité, une reconnaissance, une perspective. Mais il a aussi perdu quelque chose. Et cette perte, même s'il refuse encore de la nommer, commence déjà à laisser une trace. À ce moment-là, tout semble déjà joué, comme si les événements s'étaient enchaînés avec une logique implacable, conduisant Lionel Lano exactement là où il n'aurait jamais imaginé se retrouver quelques semaines auparavant. Et pourtant, au cœur de ce basculement, une forme de calme trompeur s'installe, un silence après la tempête qui ne signifie pas l'apaisement, mais plutôt le début d'une nouvelle phase, plus insidieuse, plus profonde. Lionel ne revient plus sur son geste. Il ne cherche plus à expliquer, ni à réparer ce qui a été brisé avec Olivia Listrac. Il avance, comme s'il avait franchi une frontière invisible, laissant derrière lui une partie de son identité sans réellement prendre le temps d'en mesurer la perte. Dans son esprit, une logique s'impose désormais. Survivre, s'en sortir, prendre les opportunités quand elles se présentent, peu importe le prix à payer. Mais ce prix commence déjà à se faire sentir. Car derrière cette apparente détermination, une tension subsiste, diffuse, presque imperceptible. Lionel n'est pas devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain.
Il reste traversé par des contradictions, par des souvenirs, par des valeurs qui n'ont pas totalement disparu. Elles sont simplement mises de côté, étouffées par l'urgence et la nécessité. Pendant ce temps, Christian Peignac continue de dérouler sa stratégie avec une précision presque froide. Il ne presse pas Lionel, il ne le force pas. Il lui laisse l'espace de croire que tout vient de lui, que chaque décision est le fruit de sa propre réflexion. Mais en réalité, chaque étape est guidée, orientée, construite pour l'amener exactement là où il doit être. Dans cette dynamique, la proposition de devenir son second prend une dimension encore plus forte. Ce n'est plus seulement une opportunité professionnelle, c'est une voie tracée, une direction claire dans un moment où Lionel avait perdu tous ses repères. Et face à cette clarté, il devient difficile de résister. À distance, Emmanuel Tessier observe les résultats de ses décisions. Il voit en Lionel un potentiel, une capacité à évoluer dans des environnements exigeants. Il ne s'attarde pas sur les conflits internes, sur les dilemmes moraux. Pour lui, seul compte le résultat, la progression, la capacité à s'adapter. Mais cette vision pragmatique laisse de côté une réalité essentielle. Un élève ne se construit pas uniquement à travers ses réussites, mais aussi à travers les valeurs qu'il choisit de préserver. De son côté, Olivia Listrac encaisse en silence. Elle ne cherche pas à reconquérir Lionel, ni à lui imposer une nouvelle discussion. Elle comprend que certaines décisions ne peuvent être annulées, que certaines ruptures doivent être acceptées, même lorsqu'elles sont douloureuses. Mais cette acceptation n'est pas un abandon. Au fond d'elle, une inquiétude persiste, une conviction que Lionel est en train de s'égarer, non pas parce qu'il change, mais parce qu'il renonce trop vite, trop brutalement à ce qui faisait sa singularité. Elle ne le dira pas, elle ne l'exprimera pas ouvertement, mais cette distance qu'elle laisse s'installer est aussi une manière de lui laisser la responsabilité de ses choix. Dans un autre registre, Lou Novak et Joséphine Garnier continuent de se rapprocher, comme si leur relation offrait un contrepoint apaisant à la tension ambiante. La maladie de Joséphine devient presque secondaire face à la manière dont ils se soutiennent, dont ils se choisissent, sans calcul, sans stratégie. Lou accepte tout, même le risque d'être contaminé, simplement pour ne pas rompre ce lien fragile. Dans ses gestes, il y a une sincérité brute, une forme d'abandon à l'autre qui contraste violemment avec les décisions plus froides et réfléchies de Lionel. Cette opposition entre les deux trajectoires n'est pas anodine. Elle souligne une vérité plus profonde, chacun, à sa manière, fait face à ses propres défis, mais tous ne choisissent pas les mêmes chemins pour y répondre. Pendant ce temps, Bianca Roma maintient la distance qu'elle a instaurée avec Ismaël. Elle ne revient pas en arrière, consciente que cette décision était nécessaire. Pourtant, une forme de vide s'installe, comme si la clarté qu'elle avait recherchée s'accompagnait d'une perte difficile à combler. Ismaël, lui, reste marqué par cette mise au point. Il tente de comprendre, d'ajuster son comportement, mais il ne peut effacer totalement ce sentiment d'avoir été rejeté, mal compris. Cette fragilité nouvelle le pousse à s'interroger, à revoir sa manière d'être avec les autres. Ainsi, chaque personnage évolue, se transforme, à son rythme, selon ses propres blessures et ses propres choix. Mais au centre de tout, Lionel reste celui dont la trajectoire interpelle le plus. Car ce qu'il a fait ne peut pas être défait. Ce geste, cette brochette de viande croquée devant Olivia, reste comme une image figée, un symbole d'un moment où tout a basculé. Ce n'est pas seulement une décision professionnelle, ni même une simple adaptation. C'est une fracture identitaire, une remise en question profonde de ce qu'il est. Et si aujourd'hui, cette fracture lui permet d'avancer, rien ne dit qu'elle ne finira pas par le rattraper. Dans le silence qui suit, dans les regards qui ne se croisent plus, dans les mots qui ne sont plus prononcés, une tension nouvelle s'installe. Une tension invisible, mais persistante, qui annonce déjà les conflits à venir. Car si Lionel pense avoir trouvé une solution, une issue, il n'a peut-être fait qu'ouvrir une porte. Et derrière cette porte, l'attend un monde où chaque choix aura des conséquences bien plus lourdes qu'il ne l'imagine encore.